Bonjour et bienvenue sur Radio Era Environnement. Je suis Oumi Ahmed Mikidash et vous écoutez Your Voice avec John Lufu-Caribou Toli. John Lufu-Caribou Toli de l'ONG Forum des engagés pour le développement durable en République démocratique du Congo, RDC, milite depuis 14 ans pour la préservation de l'environnement dans son pays. En 2016, il crée avec plusieurs personnes le FORED, une organisation non gouvernementale de droit congolais. Né et élevé au parc de Virunga dans l'est de la République du Congo, John Lufu-Caribou Toli sensibilise les populations de la RDC sur la protection et la conservation des ressources en eau et forestières. Alors que la République démocratique du Congo a connu récemment de fortes inondations, Era Environnement revient sur le travail de sensibilisation de cet homme d'une trentaine d'années, travaillant dans la province de l'Ituri. L'Ituri, située sur le bassin versant du lac Albert, a une superficie de plus de 65 000 km². Elle possède des frontières avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le FORED intervient également dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru ainsi que Goma. Sur le podcast Your Voice, John Lufu-Caribou Toli revient sur l'origine de la création de cette ONG, sur les actions de l'ONG, le travail en cohésion avec les partenaires locaux sur notamment la résolution de conflits. Il donne aussi son avis sur le marché de carbone et sur les conflits armés, un frein considérable dans la protection de l'environnement, souligne-t-il. Mimi ni John Lufu-Caribou, aktiviste wa mazingira, ni mtetezi wa haki zenu za binadamu na haki za mazingira. Zaidi sana wakati tunapozungumza nanyi ndugu zetu ya Uganda na hapa Kongo, tunazungumzia jinsi tunaweza tukalinde mali yetu kama vile maji bahari kuu yetu ya Albert. Bonjour et bienvenue sur Radio Era Environnement. Je suis Oumi Ahmed Mikidash et vous écoutez aujourd'hui Your Voice, la voix des experts, avec John Lufu-Caribou Toli de la République démocratique du Congo, de l'ONG Forum des engagés pour le développement durable. Bonjour Monsieur Lufu-Caribou Toli. Oui, bonjour Madame. Bienvenue. Vous êtes basé en RDC, en République démocratique du Congo, et vous êtes le directeur de FORED. Alors, pouvez-vous nous dire ce que c'est FORED? En quoi consiste votre ONG? L'organisation non gouvernementale FORED, c'est le Forum des engagés pour le développement durable, qui est une organisation des femmes, des jeunes et des hommes qui se sont unis pour protéger et conserver les écosystèmes afin que ces écosystèmes puissent fournir durablement les services écosystémiques aux communautés locales. C'était ça l'objectif et qui nous a poussé d'initier FORED, et qui est une organisation de droit congolais enregistrée en République démocratique du Congo. Nous sommes basés dans la province de l'Ituri, mais actuellement nous travaillons dans deux provinces, la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu précisément. Donc vous êtes dans deux provinces distinctes? Oui, c'est ici où nous avons commencé dans la province de l'Ituri. Nous sommes allés dans la province du Nord Kivu. En attendant, c'est parce que nous travaillons sur la protection et la conservation des ressources en eau et des ressources forestières dans le bassin du lac Albert et dans le bassin versant de la rivière Semuliki, plus précisément le bassin de la source du Nil. Mais nous préférons aller loin dans d'autres provinces, mais c'est le moyen qui nous sont limités. Très bien, donc vous avez choisi donc ces deux provinces par rapport aux questions liées aux ressources en eau de Ituri, pardon. Oui, exactement. L'Ituri, c'est une province clé parce que ça se trouve entre deux bassins versants, notamment dans le bassin versant du Congo et le bassin du Nil. À l'est, vers l'Ouganda, c'est-à-dire on prend la chaîne des Moblés, vers l'est, c'est le bassin du Nil. Et vers l'ouest, automatiquement, c'est le bassin du Congo. Vous voyez que l'Ituri a aussi contribué à des forêts qui appartiennent aussi à des forêts du bassin du Congo. C'est vraiment, l'Ituri, c'est une province
un grand rôle important sur le climat, et pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans la région des Grands Lacs. D'accord, donc le bassin du Lituri est une zone stratégique. Exactement, madame. Comment est né le FORED? Oui, le FORED est né, c'est à partir d'un groupe d'hommes et de femmes assemblés ayant un grand suite à une période où la sécheresse a été trop longue. Il y avait une longue période de sécheresse. Alors, ensemble, nous voulions savoir pourquoi ça a été ainsi. Pourquoi cette période a été différente que d'autres. Par exemple, c'était dans le bassin de Semoulik, où on a subi 11 mois de sécheresse sans pluie, alors que c'était vers 2015. Ça nous a vraiment perturbé. Vers 2016-2017, il y a eu des inondations du lac. Alors, ça nous a plus perturbés. À 2015-2016, nous sommes mis ensemble et c'est ainsi que les hommes, les femmes et même des jeunes, nous avons mis maintenant FORED à jour. En ce qui concerne votre activité au sein de cette région, votre activité dans cette région au niveau du bassin du Lituri, comment votre ONG travaille avec les communautés? Merci beaucoup. Étant une question pertinente, c'est là que nous avons commencé parce que dit-on que tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. C'est pour cela que toutes les initiatives que nous initions, nous partons vers les communautés rurales, bien sûr, et c'est ces communautés avec elles que nous montons des stratégies, des actions à réaliser. Et c'est de telles propositions que nous soumettons aux donateurs et aux personnes de bonne volonté. Certaines des réalisations supportées, comme les mobilisations, les conscientisations communautaires, c'est eux-mêmes les communautés que nous utilisons pour relayer des messages et réaliser quelques activités. Par exemple, actuellement, nous avons un programme PCREF, c'est protection et conservation des ressources en eau et forestières. C'est un programme qui fait la promotion des ressources en eau et des ressources forestières dans le bassin de Semoulik et aussi dans le bassin versant du lac Albert. Comment aujourd'hui les communautés cohabitent? Comment les communautés se partagent ces ressources en eau? Merci beaucoup. En fait, les ressources en eau, nous identifions plus les défis parce que quand nous avons souligné, il faut que ces ressources continuent à nous fournir les services écosystémiques durablement. Ainsi, avec les communautés, nous identifions les défis et nous travaillons sur les stratégies, comment nous pouvons protéger ces ressources en eau. Par exemple, on fait la lutte contre les déforestations, on sensibilise les communautés ainsi que d'autres projets qui sont initiés dans des zones, de respecter, par exemple, de respecter les forêts et autres ressources. Et sur les énergies renouvelables, nous y travaillons aussi, et aussi lutte contre les projets non sensibles à la consommation et aussi la lutte contre les énergies fossiles comme le pétrole dans les zones humides et aussi dans des aires protégées. Comment la question de l'eau, comment quand il n'y a pas d'eau, quand il y a une période de sécheresse, comment les communautés se partagent des ressources en eau? Quelles sont en fait, alors on parle de ce bassin, mais aujourd'hui, comment l'eau est traitée? Est-ce que l'eau vient directement du robinet? Est-ce que l'eau est distribuée dans des puits? Comment la population se partage l'eau? Merci beaucoup. Dans le bassin versant de Semoulik, qui est du lac Albert où nous sommes présentement, les communautés se procurent de l'eau directement aux ressources, comme au lac, dans des rivières aussi. Et des robinets sont rares. Bon, il y a quelques forages, c'est compté et insuffisant aussi. Donc, à ce qui concerne le partage des ressources, c'est encore un grand problème que nous
sommes en train de demander appui, mais nous procurons directement aux ressources comme le lac, le rivière. D'accord, donc les gens vont directement à la rivière pour se ressourcer et pour obtenir l'eau. Et comment ça se passe en fait? Oui. Est-ce qu'il y a un système de partage du temps? Parce que vous avez dit que enfin, l'eau se retrouve dans entre plusieurs pays. Donc si au niveau du Nil, des personnes issues de l'Ouganda veulent se ressourcer en eau et des personnes proches de l'Ouganda, mais qui sont originaires du Congo, veulent justement ces ressources en eau, comment se partage-t-elle cette ressource? Est-ce qu'il y a un système de transmission de l'eau ou de détermination du temps? Aujourd'hui, c'est à nous de prendre cette eau et c'est à vous de le prendre demain, ou les gens se servent en même temps? Ok, merci. Le plus grande ressource ici dans la zone, c'est le lac Albert et la rivière Stemlik. À ce qui concerne le lac Albert, par exemple, quelques services écosystémiques que le lac nous fournit, c'est comme la pêche, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage aussi, l'eau domestique. Ainsi, pour le partage ou la consommation, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de système de partage d'usage. Ça, c'est pour les communautés en Ouganda, ça, c'est pour les communautés en RDC. Mais plutôt, il y a quand même la frontière imaginaire et il y a des patrouilles qui se font. Bon, c'est juste pour la pêche. Ceux qui pêchent pour le lac Albert, ils ne peuvent pas dépasser la frontière. Et ceux qui sont du côté de l'Ouganda ne peuvent pas passer la frontière quand ils sont en train de pêcher pour ne pas abuser des ressources ou des ressources halieutiques que je voulais souligner. Mais à ce qui concerne l'eau pour l'agriculture, du côté congolais, c'est là que nous avons plus de connaissances. Les gens suivent les ressources en eau. Donc, les rivières, les ruisseaux, le lac, et c'est là qu'ils implantent leurs champs, leurs fermes même. Et c'est ce qui devient encore un grand défi parce que ça détériore, ça abîme les ressources en eau que nous avons. C'est ainsi que nous avons initié le programme pour les sensibiliser, de protéger ces ressources vu leur importance. Donc vous avez un défi, c'est de faire comprendre aux agriculteurs l'importance de la préservation de l'eau. C'est bien ça? Exactement. Pas seulement les agriculteurs, et tous les consommateurs. Tous les consommateurs, parce que là, vous avez intégré plusieurs problématiques et plusieurs solutions en termes de ressources économiques. Les ressources halieutiques font partie de ces ressources qui aident les pêcheurs à faire vivre leur famille. L'agriculture, c'est aussi un moyen de faire vivre les familles. Enfin, quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour intégrer ce partage des ressources en eau en fonction des besoins de consommation, de nécessité pour l'eau potable et le lien entre le fait que cette eau soit utilisée aussi pour la pêche et pour l'agriculture? Quelle est la stratégie que vous avez adoptée par rapport à ces trois thématiques? Oui, par rapport à ces trois thématiques, nous avons élaboré une stratégie que nous avons nommée théorie des changements. Avec cette théorie des changements, nous y avions mis d'autres priorités. Et c'est dans cette priorité que nous identifions qui fait quoi et comment ils peuvent le faire. Par exemple, quel est le rôle de la société civile, quel est le rôle du gouvernement, quel est le rôle de la communauté en elle-même. C'est parmi les stratégies. Ainsi, nous avons misé sur les lois ou les outils sur la protection, que ce soit de l'eau et aussi des ressources naturelles, telles que les forêts et autres. Parce que nous avons trouvé que le grand défi, le changement climatique, c'est aussi le défi de l'eau.
il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de l'eau. Or, au lieu de protéger seulement les forêts, nous devons aussi protéger aussi l'eau. C'est ainsi. Nous faisons des lobbying auprès des gouvernements, comme le gouvernement au Congo, comme en Ouganda. Et nous faisons aussi des sensibilisations ou des mobilisations pour intégrer des techniques qui protègent, par exemple, les reboisements des bassins versants des rivières qui alimentent le lac et qui alimentent de grandes rivières comme Semuli qui est d'autres, du côté Congo comme du côté Ouganda. L'approche transfrontalière aussi. Comment nous pouvons collaborer, Ouganda et Congo, afin de protéger nos ressources. Parce qu'il y a aussi des accords bilatéraux que nous utilisons comme nous vulgarisons. Les outils internationaux, régionaux et nationaux, nous faisons cette vulgarisation. Nous proposons aussi même d'autres outils qui sont adaptés au niveau des communautés. À part cela, actuellement, nous sommes dans la phase de mobilisation et sensibilisation parce que nous n'avons pas encore de moyens pour mettre en place toutes les stratégies que nous avons proposées ensemble avec les communautés. Je vois. Et qui finance Fored? Actuellement, nous vivons par des contributions des membres et certains partenaires soutiennent quelques actions comme celle de sensibilisation. Actuellement, nous n'avons pas de financement, mais nous sommes forts du fait que nous savons que même sans financement, nous pouvons travailler. Des projets qui demandent des financements, nous continuons toujours dans des plaidoyers. Vous travaillez entre le Congo et l'Ouganda. Est-ce qu'au niveau de ces pays, les diasporas sont sollicités aussi dans le cadre de la sensibilisation et aussi de l'appel à financement? Du côté Ouganda, nous n'avons pas des actions, mais nous avons des partenaires qui ont des actions et avec qui on collabore ensemble. Par exemple, actuellement, nous sommes dans la campagne Stop ICOP et en Ouganda, nous travaillons avec une organisation nationale ougandaise, AFIEGO. C'est dans le cadre de la protection des écosystèmes que nous luttons tous contre des projets nuisibles à l'environnement comme les projets pétroliers. Comme le projet pétrolier de Jacob, Kingfish et Tilenga que le gouvernement ougandais a initié. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet? Oui, ce sont des projets pétroliers qui se trouvent déjà en Ouganda, qui sont en cours de réalisation à la construction des infrastructures. Il y a le projet Kingfish qui touche directement le lac Albert et dont le projet EACOP, East Africa Crowd Oil Pipeline, c'est le pipeline du projet de Total Energy et qui aussi devient une grande bombe climatique et c'est un grand danger pour les ressources en eau, lac Albert même que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Actuellement, nous faisons des manifestations, des lettres de plaidoyer, des émissions radio pour exprimer la voix des communautés. Et à part ça, nous voulons aussi intégrer la justice climatique et comme en Ouganda, c'est déjà commencé. Ici au Congo, nous n'avons pas encore commencé ça parce que on est en train d'étudier aussi quelles sont les conséquences de ces projets au niveau du Congo maintenant. Des projets pétroliers en Ouganda, quelles sont les conséquences au niveau du Congo, c'est ça? Exactement. Vous, en tant qu'activiste, en tant que militant, vous avez souligné l'importance des médias, de la radio pour la sensibilisation. En quelle langue vous communiquez entre l'Ouganda et le Congo? C'est le Lingala ou le Swahili? Entre l'Ouganda et le Congo, la langue commune, c'est plus le Swahili. D'accord. Et donc, dans le cadre de cette... Allez-y. Oui, mais quand il s'agit des actions, nous n'intervenons pas en Ouganda. Nous
nous partageons des informations avec nos partenaires de l'Ouganda qui sensibilisent maintenant avec des langues locales de l'Ouganda. Et nous, de notre côté, nous sensibilisons avec des langues locales du Congo, mais le même message, la même philosophie. Très bien. Et vous comprenez alors, mutuellement, est-ce que les Ougandais comprennent le Lingala et est-ce que les Congolais comprennent le Swahili réciproquement? Exactement. Ce sont seulement les communautés de frontières parce qu'il y a même au moins 2-3 territoires de la province de l'Ituri qui utilisent même la monnaie ougandaise. D'accord. Et au niveau des partages des ressources, rien n'est lié à l'ethnie, à la religion? Le grand problème, c'est le foncier. Quand nous occupons une partie et si nous voyons que telle tribu veut nous déranger sur nos terres, c'est là maintenant qu'il y a création de conflits. Donc c'est parmi les causes des conflits ici en RDC. Oui, le foncier, c'est la source des problèmes en RDC et même en Afrique. Comment aujourd'hui une ONG comme la vôtre, parce que quand vous la présentez, votre ONG, vous dites bien, c'est ce que vous avez dit au départ, l'ONG, elle travaille sur l'environnement et le foncier. Comment vous placez le foncier sur la question justement du développement durable? Comment en fait aujourd'hui vous intégrez le foncier dans l'approche de l'intégration des métiers? Parce qu'encore une fois, vous parlez du partage des ressources en eau, vous parlez de l'agriculture, vous parlez de l'énergie, mais comment vous faites aujourd'hui pour faire en sorte que les gens vivent en cohésion? Vous avez dit, quand il y a des conflits, vous vous mettez en retrait, mais quel est l'avenir de ces jeunes par rapport justement à ces problématiques liées au foncier? Merci. À ce qui concerne le foncier, nous forêts, nous y travaillons par transfert. Qu'est-ce que je veux dire? Nous ne traitons pas les questions foncières, mais nous avons notre partenaire ACDH, Alerte Congolaise pour les droits humains, qui a des fonds où l'appui sur les domaines des fonciers. Et quand nous avons identifié un conflit foncier, nous lui transmettons ces rapports, c'est lui qui fait le suivi et la suite. Il y a en Ituri, nous avons un partenaire et une organisation nationale aussi qui s'appelle Justice Plus. C'est avec lui que nous travaillons à ce qui concerne les domaines fonciers. Donc nous, quand nous sommes sur le terrain, nous rencontrons des difficultés liées au foncier, nous collaborons directement avec ces deux partenaires afin de trouver des solutions communautaires. Quelle est la place des jeunes dans la préservation de l'environnement et dans les perspectives de développement liées justement au métier? Est-ce que ça, c'est quelque chose que sur lequel vous avez réfléchi? Oui. Les jeunes, actuellement, nous avons initié le cadre, nous l'appelons ça des cadres locaux de concertation pour le développement, CLD. Alors, ce sont des jeunes qui s'y mettent et réfléchissent sur un thème ou un sujet, chaque mois un sujet, et ils trouvent des mécanismes ou solutions locales sur le problème local. D'abord, c'est là que nous sommes. Et à part ça, nous les aidons à participer à des conférences ou sommets qui peuvent être internationaux sur le climat et autres, comme organisés par les GVTC, qui est je peux dire, un mécanisme tripartite Ouganda, Rwanda, Congo pour la conservation de la nature. Ainsi, quand il y a de tels sommets, nous envoyons des jeunes, nous proposons ou nous postulons pour des jeunes. Et à part ça, nous avons aussi un programme de l'entrepreneuriat local. Nous avons l'autonomisation des vies à base de tout. Quand il n'y a pas une autonomisation de la jeunesse s'envole, surtout embrasse les groupes armés et autres. John Tolly, que comprenez-vous des négociations sur le climat lors de la COP28, ainsi que l'intervention de la ministre de l'Environnement lors d'une table ronde en parallèle de ces négociations? Ah oui, en fait, Madame la ministre, elle a bien précisé du fait que la communauté internationale ne fait qu'observer la République démocratique du Congo, alors que
la République démocratique du Congo est face à un grand défi qui est les conflits armés. Et les ennemis, par exemple, on a cité les rebelles de M23, qui viennent et installent leurs bastions dans des réserves, dans des ressources naturelles comme le parc national de Virunga. Alors, ils détruisent, ils pillent, ils sont en train de détruire toutes les ressources. Mais, en fait, la communauté internationale ne fait rien comme agir. Nous, en tant que des activistes, nous essayons au moins d'en parler, de sonner l'alarme, mais il n'y a pas de réaction. C'est pour cela que quand même nous avons applaudi cette intervention de Madame Son Excellence la ministre. Dites-moi, vous êtes où exactement, rappelez-moi? Actuellement, je suis dans la ville de Bunia, mais nous intervenons dans la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. C'est ça, l'Ituri. Et le parc de Virunga, il est où par rapport à l'Ituri? Oui, le parc de Virunga se situe au sud de la province du Nord, de la province de l'Ituri, mais touche les deux provinces. Donc, ça touche et la province du Nord Kivu au nord et la province de l'Ituri au sud. Et donc vous, quelque part, vous êtes impacté alors dans cette situation. Vous la voyez, cette situation? Oui, parce que du niveau sud de l'Ituri, donc le nord du parc, c'est le bastion maintenant des rebelles de ADF des Ougandais. Ils pillent des bois, ils pillent des forêts. Mais la communauté internationale ne réagit pas alors que nous donnons des rapports, mais pas de réaction. Ah oui. Et alors, avec tout ça, avec ces rebelles qui se retrouvent dans les aires protégées du Congo, comment mettre en avant les forêts? Comment mettre en avant justement la protection de l'environnement par les forêts si aujourd'hui ces zones, elles sont finalement, si j'ai bien compris, elles sont prises en otage? Oui, c'est bon. En fait, vous savez qu'aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la paix. Du fait que nos forêts sont prises en otage par les rebelles et ils constituent ça comme un moyen pour se renforcer, pour se ravitailler à monnaie, pour financer leurs groupes armés, ça devient un grand défi. Mais le grand problème, la communauté internationale devrait appuyer le mécanisme du gouvernement pour s'en sortir de ces défis. Par exemple, nous avons la mission de l'Organisation des Nations Unies, nous avons la force régionale de EAC. Et toutes ces forces devraient accompagner les forces mises en place comme les éco-gardes pour mettre hors de l'état de nuire de nos ennemis en fait. Oui, je vois. Et alors, la question aussi, l'autre question, c'est celle du marché du carbone. Aujourd'hui, la société civile et de nombreuses informations fusent de toutes parts concernant justement le fait que les terres africaines soient vendues. Dans le cadre du Congo, de la République démocratique du Congo, dans le contexte que vous précisez lié à la situation politique, qu'en est-il de cette situation économique? Que pensez-vous du marché du carbone? Au-delà, alors je comprends le problème politique de la région et de la République du Congo, mais la ministre est venue avec aussi l'ambition de mettre en avant le marché souverain lié au marché lié à la compensation carbone. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes sur place? Oui, en fait, le marché carbone était une bonne initiative, mais malheureusement, les pollueurs se sont accaparés comme une méthode de colonisation. C'est pour cela que vous allez voir que le pays d'ici s'inquiète, étant donné qu'ils sont des protecteurs, ce sont des conservateurs des ressources naturelles. Ainsi, les pollueurs, avec le principe pollueur-payeur, ils doivent payer les dommages causés au climat. Alors, nous,
attaque des activistes, nous sommes toujours derrière l'opinion internationale, disons que ils doivent payer, ils doivent rembourser. C'est comme une dette qu'ils doivent rembourser. Les 100 milliards de dollars chaque année, ils doivent les rembourser aux pays conservateurs des ressources naturelles, aux pays qui conservent les poumons mondiaux, en fait. Maintenant, le problème du marché carbone est qu'il n'y a pas l'égalité et l'équité. Alors que c'est ce qui devrait être promis, que ce soit les pays en Afrique, en Amérique et partout ailleurs, doivent bénéficier équitablement et également à ces profits. Maintenant, le payeur, le pollueur, ils savent bien que c'est un grand défi puisque ça va leur coûter des bénéfices, en fait, des moyens. Maintenant, ils veulent toujours utiliser le système de la... Donc, c'est la nouvelle stratégie de colonisation qui a été mise en place selon notre analyse, en fait. Je vois. Eh bien, merci, John Tolley, merci beaucoup. Juste un élément, alors, vous me donniez votre avis, justement, sur le marché de carbone en langue locale, en ligne. Oui, je vais parler Lingala comme Swahili aussi, comme voilà. Okay, Swahili ninapenda kuambia wa ndugu wetu wa Kongomani na wa Afrika wote ya kwamba ile marshe carbone ambayo wanatia inaomba sisi wote wa Kongomani, wa Afrika, Asia, hata Amerika, kama vile ndani ya Amazon na ndani ya Basse du Congo, tuweze kutia mkono fasi moja, tutumike pamoja ili ile marshe carbone tuweze kufaidika kwayo, tusiachie watu wengine ambao waweze kupata faida ndani yake. Asante sana. nalingana lobabo eke bandeko balinga bozoyo kanga bien marché carbone communauté internationale donc bazotia à marche. Il fallait que biso ba communauté ba protecteur ya ba ressources naturelles neti bazamba donc forêt tozalande ba bénéficiaire correct. Mbongo wana yande na l'État mais ezala bénéficiaire direct bazalande congolais à solo, c'est-à-dire que communauté locale vraiment na sepeli makasi na PSP binombote et je vous souhaite bonne conservation des ressources naturelles. Je vois. Eh bien, merci monsieur monsieur John Tolley. Merci encore une fois, John Tolley Loufou Caribou de l'ONG Fored. C'était Radio ERA Environnement avec monsieur John Tolley Loufou Caribou de l'ONG Fored en RDC, en République démocratique du Congo. Je suis Oumi Ahmed Mikidash et c'était Radio ERA Environnement, Your Voice avec John Tolley Loufou Caribou. Merci encore. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup pour cette interview.